Bien, rebonjour à tous. On va commencer parce que je suis quelqu'un qui a tendance à être un peu bavarde. Et comme il y a une autre conférence derrière, donc on va commencer, on va pas trop tarder pour commencer. Donc rebonjour à tous, je suis Karine Berger, je suis là avec mon mari Christian. Et nous sommes tous les deux, nous avons fondé le cabinet Revis. Et voilà, alors on va vous parler, il y en a certains peut-être qui étaient là à notre conférence l'an dernier, on va juste vous dire brièvement qui on est. Alors on était sourcier, magnétiseur, de façon naturelle, et radiesthésiste. Et à partir de 2000, donc ça va faire 14 ans, on est rentré dans un parcours de formation. D'abord, le premier parcours de formation, c'est déjà de travailler sur nous. C'est un travail qui continue. Voilà. Donc on a commencé par le décodage biologique et la psychogénéalogie. Ensuite, on a travaillé sur notre habitat, parce que c'est pas le tout de se remettre en énergie. Si quand on rentre dans l'habitat, on la perd, c'est sûr qu'on va pas aller bien loin. Hein. Et donc, géobiologie et clarification, on y reviendra plus tard. Et ensuite, tout un parcours de formation qui commence par de la géobiologie, du Reiki, premier, second degré, et aujourd'hui nous sommes tous les deux maîtres Reiki. En radiesthésie, donc on a travaillé sur le rééquilibrage énergétique avec un radiesthésiste, un vieux radiesthésiste qui a pris sa retraite aujourd'hui. Et ensuite, donc après, on a fait plusieurs cycles avec des mémoires à rendre, comme des ados, mais voilà. Et aujourd'hui, nous sommes experts Feng Shui. Voilà. Ensuite, une formation en psychogénéalogie à la clinique du Val-d'Ouest, pour ceux qui connaissent, et avec une spécialisation en psychopathologie. Ensuite, donc, on s'est intéressé aussi à certaines cultures ancestrales, et on a commencé un début de formation en astrologie. Ça, c'est l'astrologie par rapport à l'an passé, en plus. En fait, nous, on part dans une logique d'une approche globale du bien-être de la personne. Donc là, on part. L'être, ça c'est nous. on va le revoir tout à l'heure, ça va être c'est le pictogramme de Mencius qui représentait l'homme debout entre ciel et terre, et la terre étant un carré qui était ouvert vers la terre, et un cercle ouvert un demi-cercle ouvert vers le ciel. Et l'homme étant ce trait d'union entre ciel et terre. Voilà, ça c'était. Donc en fait, notre petite personne est baignée et nourrie en fait de l'énergie tellurique qui vient de la terre et de l'énergie cosmique, voilà, qui vient du ciel. On va travailler l'énergie tellurique avec la géobiologie. On va travailler l'énergie. Alors, éthérique, qu'est-ce que c'est l'énergie éthérique? C'est une énergie qui est à peu près à 80 cm du sol, qui recouvre la Terre de partout. Et l'énergie tellurique, l'énergie éthérique est une énergie que l'on travaille avec le Feng Shui. Ensuite, il y a l'énergie innée. Ça, on en parle, vous avez pu en entendre parler, notamment en médecine chinoise. Dans l'énergie innée, il y a l'énergie de tout ce qui est énergie de la race. Il y a l'énergie qui est, alors on dit sexuelle, mais c'est surtout ce qu'on a appelé le projet-sens. Pourquoi papa et maman nous ont fait. Et puis tout ce qui est ancestral, l'énergie de la lignée. Et nous, là, on a choisi comme porte d'entrée la psychogénéalogie.
pour travailler sur l'énergie de la lignée et aussi sur le projet sens. L'énergie de... Par rapport à ça, c'est vrai que nous, on a choisi cette clé. Il y a d'autres personnes, notamment vous avez sur le salon Elisabeth Bazin, qui parle des constellations familiales. Voilà, on travaille aussi sur l'énergie innée avec ce principe-là. Ensuite, l'énergie acquise, ça, nous, on ne le travaille pas, mais enfin, c'est tout ce que notre corps va ingérer par la bouche, mais aussi ingérer même par la peau, etc. Donc, il faut faire attention un petit peu à notre hygiène alimentaire. Voilà. Donc, là, on a bien mangé. Et avec des repas qui sont bien sains, qui viennent du pôle bio, sur le salon. Et l'énergie cosmique, nous on a choisi le Reiki. Alors, une minute après. Donc, alors, vous verrez après, il y aura le Reiki qui descendra. Mais donc, dans tout ça, vient se greffer quelque chose de formidable, c'est les blocages émotionnels, parce qu'on est des êtres humains. Et donc forcément, dans notre vécu, on a des choses qui ne sont pas toujours top à vivre et qui vont créer quelque chose qu'on appelle des blocages émotionnels. Et là, nous, on a choisi le décodage biologique et le rééquilibrage énergétique. Voilà. Donc on en reparlera tout à l'heure. Et voilà, là-haut, le Reiki qui est descendu. Voilà, nous, c'est pour... on a choisi ce... ça fait partie des différentes clés que nous utilisons, nous, au niveau du cabinet Reiki. Alors, d'une manière, là aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt au lieu de vie. Et simplement pour vous dire qu'en fait, on n'a rien inventé. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'allais dire, ça faisait partie du bon sens. Et même de toutes les civilisations. Dans n'importe quelle période, les gens se sont toujours intéressés dans différents continents à leur lieu de vie, là où ils allaient implanter leur maison, leur hutte, leur cabane, leur tipi, leur habitat. Ils se sont toujours intéressés sur est-ce que c'était bon pour eux ou pas bon. Alors pour ça, en général, ils utilisaient des animaux. Les Romains, ils mettaient on en parlait des moutons qu'ils laissaient paître pendant 1 an, et après ils les éviscéraient pour voir si c'était bien, c'était le bon endroit, si on ne déclenchait pas des pathologies. Donc aujourd'hui, cette préoccupation de choisir un endroit qui soit sain a toujours existé, et l'homme avait cette capacité naturelle à déterminer ce lieu, ou avait des trucs avec les animaux. Hippocrate, on a entendu parler du serment d'Hippocrate, mais il disait quelque chose aussi et dont on parle peu et qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on vous en reparle. Celui qui veut se perfectionner dans l'art de guérir considérera comment l'endroit est disposé et s'informera du sous-sol concurremment avec la constitution des êtres vivants. Ouais, Hippocrate, quoi. Donc, la géobiologie, tout ça pour vous dire que ça fait longtemps que ça existe. Donc là, pareil, en Chine, donc ailleurs, donc il y a un autre livre qui disait « Provoque l'harmonie du milieu, alors ciel et terre rejoindront leur juste place, et toutes choses prospéreront. » Donc Mencius, on en a parlé, je vous ai parlé on va peut-être passer par rapport à ça, parce que il ne faut pas que je parle trop. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Mencius avait parlé avait, j'allais dire, symbolisé l'homme comme étant
ce trait d'union entre ciel et terre, donc qui captait toute l'énergie tellurique et l'énergie cosmique, et on était là au milieu. Voilà. Tout ça pour introduire quelque chose qui va être important, dont on va reparler tout à l'heure quand on va parler de Feng Shui, c'est la notion de tridimensionnalité. Beaucoup de choses vont se faire dans cet aspect de 3 dimensions, corps, sentiment, pensée. Et chaque fois, que ce soit en clarification, que ce soit dans plein de choses, il va falloir qu'on considère véritablement le corps, l'aspect sentiment et l'aspect pensée. Et dans les outils que l'on va apporter, on va aussi s'intéresser à ces 3 dimensions. Alors, comment ça se présente? Donc, l'énergie cosmique descend principalement quand on est sur les montagnes. Elle est extrêmement forte au niveau des montagnes. Et l'énergie tellurique l'est un peu moins. C'est une qualité énergétique. Ça ne veut pas dire que c'est vachement mieux ou que c'est moins bien. C'est une qualité énergétique. Donc, on s'aperçoit en haut des montagnes qu'il y a plus d'énergie cosmique que tellurique. C'est tout, dans un premier temps. Dans un deuxième, lorsqu'on est en vallée, on s'aperçoit que l'énergie tellurique est plus forte et plus importante que l'énergie cosmique. Là encore. Il s'agit simplement d'une qualité énergétique. Et puis là, on vous a représenté l'énergie éthérique. Cette énergie qui est à 80 cm du sol, qui recouvre toute la Terre. Là aussi, c'est simplement une énergie qui recouvre la Terre, et qui passe. Et là aussi, on est dans une dimension où il faut qu'elle passe de façon uniforme et équilibrée. Et avec ça, c'est avec le Feng Shui qu'on va travailler. Et puis dans tout ça, on a notre petit bonhomme qui est nourri par ces différentes énergies du ciel, de la terre et l'éthérique. Alors cette fois-ci, on va vous parler d'un élément, c'est le taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire, c'est un... Là, on va parler même en unité d'énergie vibratoire. Hein, parce que pour certaines personnes qui ont entendu parler de ça, l'unité est souvent utilisée, celle de Bovis. Aujourd'hui, on va vous parler de l'unité d'énergie vibratoire. Alors, en ce qui concerne l'énergie tellurique, on s'aperçoit que là, ici, on a un pourcentage. Hein. Donc là, une énergie tellurique de 0% équivaut à 100%. Si l'énergie cosmique, plus l'énergie tellurique, bon, je ne regarde pas ça, je vais dire ce que je vais dire. Plus l'énergie tellurique est basse, plus l'énergie cosmique est haute. Voilà. Hein? Ça semble logique. Et inversement, plus l'énergie tellurique est haute, plus l'énergie cosmique est basse. Hein? Voilà. Donc, et là on a une mesure en taux vibratoire, en UEV, c'est unité d'énergie vibratoire. Là, on va partir sur un exemple. Une énergie tellurique d'environ, si on regarde un petit peu, on dirait qu'elle serait de 40%. Bon, donc du coup, l'énergie cosmique serait de 60%. Apparemment, pour l'instant, c'est juste une qualité énergétique, c'est tout. On sait que ce lieu est de cette façon-là. Maintenant, on a une énergie cosmique de 40%, à peu près, et une énergie tellurique, je dirais combien de 50 40 toujours. C'est à peu près pareil. Oui, c'est pareil. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un manque. Donc,
lorsque l'on s'intéresse au taux d'énergie vibratoire et au taux vibratoire d'un lieu, on va s'intéresser vraiment à ce rapport qu'on appelle rapport cosmotellurique. C'est-à-dire que on va regarder quel est le taux d'énergie cosmique, quel est le taux d'énergie tellurique en pourcentage, et si on n'a pas 100%, l'écart ici, c'est qu'il y a une nocivité. Et là, il va falloir chercher quelle est la nocivité qui impacte chacune des deux énergies. Ça va? Vous me suivez? Oui, hein, on va faire... Allez, on passe, oui. Est-ce qu'il peut y en avoir trop de l'un et de l'autre en même temps? Trop de cosmique et trop de théorie? Non, en général, elles s'équilibrent. C'est deux énergies, cosmiques et telluriques, qui s'équilibrent. Soit il y en a, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit il y en a, s'il y a plus de tellurique, à ce moment-là, il y a moins de cosmique. Voilà. Par contre, on peut se trouver dans cette configuration-là. D'accord? Allez, on continue. Donc là, nous, on va utiliser un cadran pour déterminer le taux vibratoire d'une maison. En général, le taux vibratoire d'une maison, alors aujourd'hui, on s'aperçoit que ça commence à changer un peu, hein, mais le taux vibratoire moyen de la maison, attention, en unité d'énergie vibratoire, c'est 200, sur l'échelle Bovis, pour les autres personnes, enfin, pour les personnes qui connaissent, c'est 6500. Hein. Donc nous, on utilise ce cadran parce qu'il est plus simple. Mais voilà, et parce que c'est notre dur anesthésiste qui nous a... Voilà, donc dans l'unité d'énergie vibratoire, une maison classique est à 200. On se rend compte avec l'expérience que les taux vibratoires sont en train de monter. Et après, on va s'attacher à regarder le taux vibratoire harmonique de la maison. C'est-à-dire qu'il y a une valeur plancher, en dessous de laquelle il ne faut pas trop descendre parce que sinon on ne se ressource pas. Et puis il y a une valeur plafond, on n'a pas voulu dormir dans une église non plus. Donc, du coup, il ne faut pas qu'on dépasse non plus cette valeur plafond. Donc, pour chaque personne, pour chaque foyer, on va regarder la valeur harmonique, de taux vibratoire harmonique de la maison. Ça, c'est une notion qui est quand même très importante. Pour être vraiment dans une dimension juste lorsqu'on va apporter des outils de réharmonisation. Il faut qu'on soit suffisant, mais il ne faut pas non plus qu'on soit trop. D'accord? Alors imaginons que cette maison, elle se trouve là. Donc on est déjà, par rapport à la moyenne, on n'est pas bon. Les personnes, en fait, non seulement elles ne se ressourcent pas, elles ne sont pas en équilibre, puisqu'en fait, ces personnes ont besoin d'être dans cette valeur, dans cette fourchette-là. Si on est là, vous comprenez bien qu'elles rentrent chez elles, elles se couchent, elles se lèvent, elles sont fatiguées. Voilà. Dans le meilleur des cas. Après travail, l'idéal, et c'est ce que l'on recherche, et c'est comme ça que l'on travaille avec Christian, on va monter le taux vibratoire dans la valeur du taux vibratoire harmonique, dans cette fourchette-là. Donc, notre maison, elle est baignée, tout comme nous-mêmes, par l'énergie tellurique, par l'énergie cosmique et par l'énergie éthérique. Avec la géobiologie, on va s'attacher au rapport cosmotellurique, bien sûr. La géobiologie, donc on va regarder les perturbations du sous-sol. Avec le feng shui, on va regarder tout ce qui est au niveau de ce qu'on appelle la circulation du chi, c'est-à-dire cette énergie qui va passer,
80 cm, elle va passer et on va se trouver, voilà, on va voir qu'elle circule bien, qu'il n'y a pas de choses trop fortes, on appelle des charchies, qui sont des circulations trop virulentes. Donc ça, c'est des choses auxquelles on va faire attention. Là, nous avons aussi, entre en ligne de compte dans tout ce qu'on fait en géobiologie, tout ce qui concerne les pollutions électromagnétiques. Je pense qu'Alain Richard, ce matin, vous a expliqué beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose de très carré, très rationnel. Ce sont des mesures, hein, et sur des appareils. Donc là, ben, on va détecter tout ce qui est pollution électromagnétique. Et ce qu'on va apporter, ce sont des conseils et des préventions. Et puis, il y a une dimension, c'est tout ce qui est perturbation abstraite. On va en reparler un petit peu plus tard, où là, il y aura une dimension de clarification. Et puis, un autre point qui rentre dans la géobiologie que j'aime bien aussi, c'est l'histoire. Parce que la maison, elle est comme nous, elle a une histoire. Elle a une histoire qui n'est pas toujours simple comme la nôtre. Et souvent, quand on va choisir une maison, eh ben, on ne la choisit pas par hasard. Souvent, on va la choisir parce qu'elle va avoir des choses un petit peu communes avec nous-mêmes, avec notre propre histoire. Et je vous en raconterai une tout à l'heure. Alors justement, c'est le moment. Quelle raison profonde nous a poussé à choisir ce lieu? Et là, il est important, avant d'aller dans une maison, même quand on y vit, de se poser des questions. De se poser des questions sur le fait habiter. Qu'est-ce que ça représente pour nous, habiter? Parce qu'il y a des personnes, il faut faire construire. Il y a des personnes qui préfèrent louer. Il y a des personnes qui préfèrent acheter. Donc, à travers ces différentes énergies, qu'est-ce qu'il y a derrière dans notre histoire à nous? Moi, je me souviens que par rapport à des locations, il y avait des personnes qui venaient en disant bah, nous, on ne fait que louer. Et quand on en parlait, elle disait oui, parce qu'il existe déjà une maison familiale, c'est celle de papa et maman. Et bien, moi, je l'aurai après. La vraie maison, c'est celle de papa et de maman. Donc, je reste dans la location. C'est tout à fait, c'est pas une critique, hein. C'est parce que je l'ai entendu plusieurs fois, donc je me permets de vous en parler. Il y a des personnes voilà, qui vont plutôt acheter. Après, voilà, on va rentrer dans deux catégories. Il y a la construction. Alors là, la construction, c'est extraordinaire, la construction. La construction, on est vraiment dans quelque chose de nous-mêmes que l'on remet en vie. C'est une renaissance. Parce qu'à travers la construction de la maison, c'est un peu de notre construction à nous qu'on met en route. Toujours dans les achats, la rénovation. Quand on va décider de rénover quelque chose, une maison, il y a aussi une dimension en se disant je sais maintenant faire la part des choses, je sais je sais les faiblesses, les manques, les dysfonctionnements, mais je sais aussi toute la force qu'il y a dans cette maison. Et aujourd'hui, je suis capable de dire ce que je garde et ce que je change. Donc, la rénovation, c'est un outil de transformation extraordinaire aussi. Il y a tout ça derrière. Ouais. Après, il y a l'image de la maison. Vous voyez, il y a des maisons qui sont tout en hauteur. Il y a des maisons qui sont massives, qui sont tout en force. Et vous verrez qu'il y a quand même une corrélation entre
même par rapport au physique des personnes. Souvent. Ah, quel est le nom du village ou du lieu-dit ou de la rue? Là aussi, c'est intéressant. C'est vrai que il est intéressant, voire important, de connaître l'histoire de la maison avant que d'acheter, savoir tout ce qui s'est passé dans cette maison. Mais là, d'ailleurs, là j'ai une jolie histoire par rapport à ça, c'est qu'il y avait un monsieur qui avait acheté un endroit qui s'appelait Bel Air. Ouais. Et bon, il s'y sentait bien, mais sans plus. Hein. Et lorsqu'on a travaillé en psychogénéalogie, on s'est rendu compte que son papa était mort gazé pendant la guerre et sa sœur était morte asphyxiée. Et comme par hasard, il a choisi une maison où ça s'appelait Bel Air. C'est chouette, hein. Moi, c'est quelque chose qui m'émeut à chaque fois, donc... Est-ce que le lieu appartenait-il à nos aïeux? Là aussi, donc on rentre vraiment. Donc, est-ce qu'il a toujours appartenu? Pourquoi on continue, on perpétue le lieu, on perpétue l'investissement du lieu? On peut s'interroger aussi. Ou peut-être n'appartenait-il pas? Et à ce moment-là, quoi qu'il en soit, il est important de se pencher sur l'histoire de cette maison. Sur l'histoire, parce que souvent, elle a vraiment des répercussions. C'est pas forcément uniquement parce qu'on récupère les mémoires d'eux, hein, on va le revoir tout à l'heure, mais c'est surtout que quelque part elle nous a appelés. Et qu'est-ce que ça vient toucher chez nous? Voilà, c'est des petites questions que je pose. Quoi qu'il en soit, s'il revient, notre maison reflète ce que nous sommes. C'est notre intérieur. Alors, la géobiologie, définition, hein, c'est étudie l'influence du lieu de vie sur tout ce qui vit, homme, animal, végétal. Donc en fait, l'idée c'est de comprendre et harmoniser le rapport entre l'environnement et la santé des organismes qui vivent. Alors, le géobiologue, qu'est-ce qu'il va faire? Le géobiologue, il a 3 grandes directions. La première, c'est travailler sur celle-là, je ne sais pas si... Donc, on va travailler sur toutes les perturbations du sous-sol. Vous avez déjà entendu parler sûrement des guerres souterraines, des failles, des cheminées cosmolitelluriques, des choses comme ça. Ça, c'est les perturbations, il y en a plusieurs autres, c'est des perturbations que l'on peut trouver dans le sous-sol. Elles ne se voient pas vraiment, mais quand on est sourcier, quand on est un petit peu sensible, c'est des choses que l'on perçoit. Les pollutions électromagnétiques. Alors là, ça c'est carré, hein. On a l'appareil, les appareils, et bon, malheureusement, plus ça va, plus il faut s'y intéresser. Voilà. Ensuite, il y a les pollutions dites abstraites, qui regroupent tout un tas de choses. C'est effectivement ce dernier paragraphe qui fait que la géobiologie a été mise dans l'ésotérisme, parce que voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément quantifier, qu'on ne peut pas forcément... mais c'est des... Voilà, ça existe, c'est tout ce qui est phénomène de mémoire, comme on en a parlé tout à l'heure. On va le voir un petit peu. Alors, les perturbations du sous-sol. Alors, on peut avoir les réseaux telluriques. Alors, est-ce que vous avez peut-être dû entendre parler du réseau Hartmann, Curie? C'est des réseaux, alors il ne faut pas se prendre la tête. De toute façon, c'est un maillage qui recouvre la Terre. Donc, on ne peut pas y échapper. Ça fait partie de notre Terre. Donc, voilà. Le seul problème, c'est que de temps en temps, ils peuvent être perturbés. Alors, ils peuvent être perturbés par 2-3 petites choses, mais notamment, en particulier de plus en plus, avec tout ce qui est toutes les antennes téléphoniques et toutes les... même si on met des éoliennes, des choses comme ça, bon, il y a des choses voilà, qui peuvent perturber le réseau. On a aussi ce qu'on appelle les failles.
surtout par chez nous, on en a quand même pas mal. Donc c'est souvent des feuilles sèches, elles sont humides quand il pleut beaucoup. Mais voilà, nous avons pas mal de choses comme ça. Et on peut avoir aussi des rivières ou des ruisseaux souterrains. Ça fait partie des perturbations du sous-sol. Des cheminées cosmotelluriques. En fait, j'avais dit avant, je suis affreuse. Donc voilà. Donc là, on va vous prendre l'histoire d'une maison. Donc là, on se trouve, on a un terrain. Et comme dans tous les terrains, on a... Il y a un réseau. Là, on vous a mis simplement le réseau Hartmann double. Parce que le réseau, il est tous les 2,50 mètres. Hein, tous les 2,50 mètres. Donc là, on vous a mis, et tous les mètres, il y a le réseau Hartmann double. Voilà. Donc là, on vous a mis sur le plan le réseau Hartmann. Sur ce réseau Hartmann double, en plus, il y a un ruisseau souterrain qui va venir déjà au croisement des deux. Donc déjà, on peut se dire que là, ce point-là, il risque de ne pas être top. Hein. Et en plus, donc c'est une maison qui... Enfin, c'est un terrain qui... il existe, hein, c'est pas... Et en plus, il y a des lignes de phase. Parce qu'on est dans un... Voilà. Ici, il y a pas mal de... Voilà. Donc, il y a des lignes de faille. Et bien évidemment, l'histoire, donc, il a aussi 2 cheminées cosmotelluriques. Surtout celle-là, hein, qui va encore plus renforcer la problématique du lieu. Alors, bien évidemment, si on va vous dire, on va mettre maintenant une maison, on n'a pas le choix. Hein, parce que même si le terrain est très grand, vu tout le bazar qu'il y a, on n'a que ce choix-là de la mettre là-bas. D'où l'intérêt lorsque l'on fait, on y reviendra aussi, mais il va falloir vraiment, avant de faire construire, faire vraiment une étude du lieu. Parce que vous imaginez 2 secondes et demie, si la maison, on l'avait mise là. Alors bien sûr, on va trouver des solutions, mais ça restera que des outils des remèdes, mais vraiment qui vont, oui, avec le temps, ça va être un petit peu dur. Donc là, on va regarder les pollutions électromagnétiques. Bon, il y a tout ce qui est le courant domestique, les hyperfréquences domestiques, notamment les téléphones sans fil. Alors, quand on parle aussi de téléphones sans fil, c'est vous savez, des téléphones avec la base et puis avec lesquels on se balade. C'est un outil qui est génial. Il n'empêche que la base rayonne de façon atroce. Donc, les fours micro-ondes, ça vous en avez déjà entendu parler, sûrement. Les téléphones portables, notamment, plus ça va, plus, hein, et maintenant il faut, on en est 3G, 4G, j'ai entendu parler même de 5G. Et puis les fameuses antennes téléphoniques. Et ce qu'on appelle, et c'est là, ça c'est quelque chose dont on voulait vous parler, c'est les champs de torsion gauche. Avant d'aborder un peu toutes ces perturbations, déjà, dans un premier temps, ce que l'on peut faire dans une chambre, c'est déjà, il y a des choses à regarder, déjà la lampe de chevet. Peut-être qu'avant de s'endormir, souvent débrancher, parce que souvent il y a les cordons qui sont sur les lampes de chevet qui rayonnent. Ça, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de l'expérience, parce que chaque fois qu'on fait des chambres à coucher, chaque fois il y a des rayonnements autour des fils, des cordons, vous savez, des lampes de chevet. Donc peut-être, si c'est possible, avant de se coucher, de commencer la nuit de sommeil, parce que la chambre est un endroit extrêmement important. On perd 2/3 de sa résistance pendant la nuit. Donc il faut que ce soit une nuit réparatrice. Et autant que faire se peut, tout ce qui est perturbation électromagnétique
faut vraiment les limiter. Aussi, un autre point qui rayonne de façon problématique, le radio-réveil. Le radio-réveil, en plus, on ne l'entend pas, mais il émet, si vous faites attention, un léger sifflement, pour ceux qui ont une Wi-Fi, un léger sifflement, et en fait, ça empêche, même si la personne n'en a pas conscience, de rentrer en sommeil profond. Donc, essayez de le mettre au moins pas vers la tête, parce que bien sûr, on le met là après pour pouvoir regarder l'heure. On est tous pareils. Hein. Donc, si vous pouvez le mettre sur la commode en face, à 2, 3 mètres, 4 mètres de vous, voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez faire déjà naturellement et vous améliorerez déjà le sommeil. Et puis, alors ça c'est surtout les ados. Vérifier qu'ils n'aient pas la rallonge et le chargeur, qu'ils soient sous le lit, juste sous la tête de lit, parce que ça, systématiquement, on le trouve. Donc, éloigner tout ce qui concerne tous les chargeurs de téléphone. Les chargeurs, mais même pas que de téléphone, les chargeurs, vous savez, ces trucs de batterie, là, vous savez, voilà. Donc déjà avec ça, vous limitez, et puis pas le téléphone non plus avec la basse qui rayonne à fond, ni faire attention à tout ce qui est Wi-Fi, voilà. Pour les autres pièces, c'est surtout faire attention au bureau et le salon, parce que le salon, c'est là où on arrive, on décompresse et on relâche tout. Et le bureau, on y passe pas mal de temps. Hein. Alors, la solution qui est vraiment idéale, c'est installer en câble blindé et avoir une très bonne prise de terre. C'est onéreux, mais ça vaut le coup. Ou alors, il y a les interrupteurs de champ qui sont plus contraignants. Donc là... C'est quoi? C'est quoi? Les interrupteurs de champ, c'est ce que l'on met normalement sur les tableaux électriques. Comment ça s'appelle? Comment on peut le mettre? C'est un... Voilà. Désolé, j'ai plus de voix. En fait, ça vient se mettre au niveau du compteur électrique, du disjoncteur. Et dès qu'on coupe toutes les lumières de la chambre, ça va couper tous les champs électriques. Donc c'est un appareil qui se réenclenche quand on rallume. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez aller voir Alain Richard, électromagnétique.com, ils en ont. Donc, pour utiliser le téléphone mobile, il y a deux solutions. Bon, moi, tant pis, j'embête tout le monde, je mets le haut-parleur. Christian, lui, l'oreillette à tube. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de, à ce moment-là, c'est l'air qui passe dans le tube. C'est ce qu'on a trouvé qui rayonne le moins possible lorsqu'on utilise les téléphones. Téléphone sans fil, donc vous savez, c'est ce qu'on appelle avec la base et puis avec plein des combinés. Il faut prendre plutôt les modèles récents et les modèles qui ont la fonction Ecodect. Voilà, il y a plusieurs marques qui le font. Par contre, attention, ils ne communiquent pas. Et donc, cette fonction, il faut l'activer. Donc, il faut aller chercher. Donc, ils mettent Ecodect en gros. Seulement, quand vous prenez votre téléphone, elle n'y est pas. Donc, il faut aller chercher dans la notice comment l'activer. Tout ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a moins de portée. Du moment qu'on l'active, quand même, c'est bon, on peut faire la maison avec, hein, mais bon, vous ne pouvez pas traverser le jardin et aller chez le voisin avec votre téléphone. Voilà, c'est tout. Il y a moins de portée, c'est tout. Wi-Fi, évitez. Je sais bien, les jeunes, ils n'aiment pas trop, mais évitez Wi-Fi. Donc, l'idéal, c'est de câbler. Ou alors de s'éloigner le plus possible. En tout cas, pas mettre la chambre à coucher contre un endroit où il y avait du Wi-Fi.
Le four micro-ondes, bon, je pense que ça fait longtemps, c'est à éviter, c'est par rapport, très vite ils perdent au niveau de l'étanchéité. Donc du coup il y a un rayonnement s'ils ne sont pas... C'est vrai que par rapport à tout ça, soit on arrive à neutraliser la source, soit il faut s'en éloigner. Mais de toute façon, c'est pas vraiment très bon pour notre santé. Alors là, on vous a remis une carte avec, donc là, nous on est là, et toutes les antennes qu'il y a là autour de Sainte-Foy. Donc là, on s'est mis rue du Stade. Et vous voyez toutes les antennes qui existent aujourd'hui. Donc vous pouvez trouver ça sur la NFR et à Carton Radio. Et là, vous avez toutes les antennes qui existent et l'année, etc. Tout. Rien que en passant, par rapport à l'an dernier, où on avait fait, on était venu, on avait tiré cette carte, il y en a quand même 4 de plus. On peut rien comme ça. Non, pas grand-chose. Non, on ne peut pas grand-chose. Mais justement, voilà, après, il faut qu'on ne soit pas trop impacté. Si vous avez des problèmes de sommeil, des choses comme ça, des choses, vous devez fatiguer le matin, ça peut être, voilà, interrogez-vous sur le lieu. Donc, on reprend notre petite maison avec son super réseau Hartmann double. Mais bon, elle est bien la maison. Elle est en dehors de tout, pour l'instant. Et puis, voilà, comme dit madame, on n'y peut rien, mais il y en a certains qui ont décidé de mettre une antenne téléphonique mobile, pas bien loin. Donc, même si on a fait toute attention au départ sur tout, ben voilà. Donc nous voilà dans notre maison qui était si bien en dehors de toute perturbation, et là il y a une antenne, et puis là ben, forcément on s'aperçoit que avec justement les appareils, si on fait des mesures, on s'aperçoit ben, qu'on est quand même dans le champ de cette antenne. Hein, à peu près 300 mètres. Donc, là, vite fait, j'ai encore un petit peu. On finit. Donc, on finit. On imagine, on est en feng shui. On remet, donc là, cette fois-ci, le nord est en haut, le sud est en bas. Et on essaye de mettre ce fameux carré, vous savez, rectangle avec les 9 cases. Et alors là, on s'aperçoit de deux choses. La première, vas-y, c'est que là, on se trouve avec une extension. C'est un peu plus grand, vous voyez, par rapport aux autres. Donc là, ça veut dire qu'il peut y avoir une préoccupation au niveau de la zone de la femme et du couple. Et là, vous voyez, il y a un manque. Et là, on peut avoir une petite problématique au niveau de tout ce qui est abondance et richesse. Richesse étant pris pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante, mais en tout ce que nous, on y met derrière la richesse. Voilà. Donc là, il y a des solutions, hein, ne vous inquiétez pas, hein, mais c'est juste pour vous, voilà, pour vous attirer votre attention et que vous puissiez, quand vous rentrez, voir votre maison autrement. Voilà, donc si vous avez un projet de construction, dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est très simple, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est une analyse et un diagnostic sur plan. On vous fait un devis et s'il y a besoin, intervention sur place. Et on vous dit là où il faut mettre le point idéal, où il faut mettre la maison. Vous avez vu tout à l'heure, dans le grand terrain qu'il y avait, il n'y avait qu'un endroit favorable à la maison. Ensuite, alors, donc vous avez déjà, oui pardon, vous avez déjà une maison, donc à ce moment-là, pareil, on fait le diagnostic. Et s'il y a besoin, on peut faire une intervention. Hein, moi, ce
faut avant tout, de toute façon, la géobiologie et le feng shui, ce sont des disciplines, c'est un art originel pour sélectionner à la fois son bon lieu de vie et puis améliorer ce qui existe déjà. Maintenant, moi je vous encourage, on vous encourage tous les deux avec Christian à écouter avant tout ce que vous ressentez, parce que là, vous serez toujours juste. Donc, voilà, ne croyez pas ce que je vous ai dit, testez-le. Voilà. Et de toute façon, dès qu'on travaille sur sa maison, on travaille sur son intérieur, on travaille déjà sur soi, et c'est déjà le premier pas vers soi-même. Bonne route. Merci. Je vous annonce juste la prochaine conférence, une conférence très intéressante faite par Patricia Josse. C'est Montserrat Gascon, elle va reprendre voilà, des éléments de Montserrat Gascon sur le péricarde. Et c'est une conférence qui est très très intéressante et passionnante. Merci.